On m'a demandé de parler sur le cancer de l'estomac métastatique et de focuser sur les nouvelles drogues qui sera disponible pour vous, qui est déjà disponible pour vous dans la musulmane, et de situer les données de l'inhibition de VEGF dans le traitement, dans les séquences de traitement du cancer de l'estomac métastatique. Voilà mes conflits d'intérêt potentiels. Comme vous le savez, le cancer de l'estomac est très fréquent. Il y a presque plus d'1 million de nouveaux cas par an au niveau mondial. Il y a presque 800 000 patients qui décèdent chaque année d'un cancer de l'estomac. Vous savez que dans certains pays, c'est plus fréquent que dans d'autres pays. Vous savez qu'il y a eu un changement d'épidémiologie, quand même une diminution des vrais cancers de l'estomac, certainement dans l'Ouest. Mais une augmentation des cas des cancers de l'estomac de la jonction. Jusqu'à présent, les cancers de l'estomac de la jonction et de l'estomac bête, on les traite de la même façon jusqu'à présent. Il y a quand même eu beaucoup de progrès les dernières années. Et si on regarde ici les guidelines de l'ESMO en combinaison avec les différentes sociétés asiatiques, il y a 4-5 ans, et si vous allez regarder à la fin de la présentation, il y a avec un update des guidelines, comme on peut les considérer aujourd'hui, en 2023, vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de changements. Ce qui est important ici pour le topo d'aujourd'hui, de focaliser sur la place de la musulmane dans l'algorithme, dans la séquence de cancer de l'estomac, c'est d'aborder d'abord comment est-ce qu'on traite, comment est-ce qu'on commence au début le traitement d'un patient métastatique s'il est en bonne condition et s'il a une bonne fonction de l'organe. La plupart des patients sont traités avec une chimiothérapie, un doublet, fluorouracil, capecitabine, 5-FU en Asie S1, en combinaison avec une platine, aujourd'hui le plus souvent oxaliplatine, cisplatine, était une alternative. Moi, je ne traite plus aucun patient avec un cancer d'estomac avec cisplatine, c'est toujours l'oxaliplatine. Nous faisons Folfox, mais Capox, c'est une option aussi valable si les patients peuvent avaler et digérer les cachets de capecitabine. On détermine, comme je vous ai dit hier, en premier lieu, il y a 5 ans déjà HER2, et on ajoute seulement dans à peu près 15 à 20% des patients dans cette situation-là. Aujourd'hui, on regarde d'autres biomarqueurs comme PDL, comme je vous ai dit hier, donc je reviendrai dans un petit moment. La question en premier lieu, est-ce qu'il faut commencer un doublet ou un triplet? Triplet, c'est une fluorouracil plus platine plus taxane. Il y a eu 2 grandes études phase 3 randomisées, TAX-22, dont j'étais le lien, qui a démontré qu'il y avait un petit bénéfice, mais beaucoup plus de toxicité en ajoutant le taxoté au 5-FU cisplatine. Et puis l'étude asiatique, un doublet versus triplet aussi, avec un S1, pas avec 5-FU ou capecitabine, mais avec S1 plus cisplatine, plus ou moins docetaxel. En Asie, il n'y avait pas de différence, pas de bénéfice du triplet versus le doublet. En seconde ligne, on sait aussi, et c'est important pour la séquence et pour le reste de l'histoire que je vais vous raconter, en seconde ligne, il y a plusieurs études qu'une taxane, paclitaxel ou docetaxel ou irinotecan, si on compare ça dans des patients en bonne condition avec les sportifs, on voit toujours qu'il y a un bénéfice, le bénéfice est modeste, mais il y a un bénéfice de survie, 1 mois et demi, 2 mois, avec un hazard ratio favorable ici à gauche dans cette étude-là, 0,65. Vous voyez, il y a plusieurs études, je les ai pas citées tous ici, mais ils donnent les mêmes pour un bénéfice modeste si on sélectionne bien les patients en deuxième ligne pour soit du taxane, soit irinotecan,
Et ceci était devenu la thérapie standard pendant beaucoup d'années. Avec la chimiothérapie cytotoxique, on a 4 classes de médicaments: les fluoropyrimidines, les platines, les taxanes et irinotecan. Je ne considère pas ici comme un médicament actif. Avec les 4 médicaments, si on fait un doublet ou triplet, n'importe quelle combinaison, on arrive à améliorer un peu la survie, mais la survie reste chez la plupart des patients moins d'un an. Il y a des études japonaises où c'est un peu plus d'un an, mais dans la plupart des études, c'est entre 9-10 mois et 1 an de survie médiane. Et aussi bien si on commence avec une thérapie plutôt séquentielle, un doublet suivi d'un autre cytotoxique dans cette situation. Et voilà les données des updates de l'ESMO, des guidelines de l'ESMO plus récents. Je vous ai montré 2018, ceci c'est fait l'année passée. En première ligne, on recommande toujours un doublet avec soit trastuzumab dans les 15 à 20% de patients qui sont AR2 positifs, soit nivolumab, aujourd'hui, peut-être dans le futur aussi, pembrolizumab, j'en ai discuté hier. Si la tumeur est PDL-CPS positif, en Europe, le cutoff c'est PDL-CPS plus de 5. Dans ce cas-là, on ajoute nivolumab. Il y a à peu près 50% des patients qui sont PDL positifs dans cette situation. On regarde, comme j'ai discuté, MSI, MSS, et dans le futur très proche, certainement, zolbetuximab, c'est une drogue qui sera approuvée pour les patients claudine positifs. Un tiers des patients ont une tumeur claudine positive. Donc, ça sont les données qu'on a jusqu'à présent. L'algorithme, vous connaissez les données de trastuzumab, une lien là-dessus, recommandation très claire. AG2, 3 plus ou 2 plus suivi d'un fiche positif, il y a un bénéfice clair. Il y a même maintenant des données que trastuzumab en combinaison avec pembrolizumab chez des patients qui sont AG2 positifs et aussi PDL positifs, qui a un bénéfice. Plus de données sont présentées à l'ESMO à main vue de cette étude-là, KINO 811. Ce n'est pas encore approuvé en Europe, c'est approuvé aux États-Unis, ça viendra certainement en Europe aussi. Et niveau, vous connaissez, je les ai cités hier, mais c'est pour être complet avant d'aborder la deuxième ligne. Forfox plus niveau est thérapie standard pour les patients qui ont une tumeur PDL-CPS 5 ou plus. Et voilà, on arrive en deuxième ligne pour le topo d'aujourd'hui aussi. En deuxième ligne, bien sûr, on regarde si la tumeur est LSI ou low. Si la tumeur est LSI, 3% des patients, on va essayer de traiter les patients avec un inhibiteur checkpoint. Pembrolizumab est approuvé dans cette indication-là en Europe. Si la tumeur est MSS, la thérapie standard, aujourd'hui, en fait, il y a 3 options. S'il y a une contre-indication de l'inhibiteur angiogénèse, on va vers le taxane ou irinotecan. La plupart des patients, les guidelines de l'ESMO disent ramucirumab, paclitaxel ou bien ramucirumab en monothérapie si le patient ne peut pas tolérer paclitaxel. Ce sont les guidelines aujourd'hui. Ça compte pour tous les patients, ça compte aussi pour les patients qui sont AG2 positifs. En deuxième ligne, dans les guidelines, il n'y a pas encore de thérapie ciblée AG2 recommandée dans les guidelines, malgré le fait que le trastuzumab deruxtecan a été approuvé tout récemment en deuxième ou troisième ligne. L'angiogénèse, on a vu pas mal d'études avec bevacizumab, avec ramucirumab, avec aflibercept et aussi avec les TKI qui ont été faits dans le cancer de l'estomac. Il y a uniquement le ramucirumab qui est approuvé dans le cancer de l'estomac. Ramucirumab est un anticorps qui se lie au récepteur VEGFR2. Donc c'est assez spécifique et il y a un lien, un blocage du récepteur VEGFR2 dans le cancer de l'estomac avec le ramucirumab. Il y a quelques petites études au début
Et puis on a vu deux grandes études phase 3. Et je vais les citer en détail. L'étude Rigard, qui était en deuxième ligne, des patients pré-traités avec une chimiothérapie classique. Deuxième ligne, pas d'enrichissement pour des marqueurs moléculaires. Placebo versus ramucirumab, toujours en combinaison avec des supportive care, comme vous voyez. Il y avait 355 malades, 2 à 1, randomisation 2 pour ramucirumab, 1 pour placebo. Le point final primaire, c'était la survie. L'étude était positive, comme vous voyez à gauche. Il y avait un bénéfice, un gain de survie de ramucirumab versus placebo avec un hazard ratio de 0,77, comme vous voyez à la courbe, et une différence d'à peu près 2 mois de survie médiane, 3,8 mois jusqu'à 5,2 mois. Vous voyez, la survie sans progression est aussi favorable pour ramucirumab dans cette étude-là. Vous allez bien sûr dire, on a vu ça avec le paclitaxel, avec l'irinotecan, c'est tout à fait correct, c'est un peu les mêmes chiffres, la même courbe. C'est pour ça qu'on a fait l'étude Rainbow, un peu après Rigard, les données sont sorties. Rainbow, c'était une étude en deuxième ligne, des patients pré-traités avec un doublet en première ligne, donc pas taxane en première ligne. Ils étaient randomisés paclitaxel, schéma standard, plus placebo, ou paclitaxel plus ramucirumab, comme vous voyez ici, avec survie comme point final primaire. L'étude était clairement positive aussi. Vous voyez que la survie, il y a un gain de survie de à peu près 2 mois et demi, 7,4 versus 9,6, hazard ratio de 0,80. La survie sans progression est aussi meilleure avec la combinaison de paclitaxel plus ramucirumab en comparaison avec le paclitaxel tout seul dans cette étude-là. Revenons à la première étude Rigard, ramucirumab versus placebo. Vous voyez le temps jusqu'à détérioration de l'état général, l'ICOC, performance status. Vous voyez que les patients traités avec ramucirumab maintiennent leur état général, leur bon état général, plus longtemps que les patients traités avec le placebo, comme vous voyez ici sur la carte. Regardons le taux de réponse. Dans l'étude Rigard à gauche, ramucirumab versus placebo, il n'y avait pas de différence de réponse. Ramucirumab monothérapie n'inclut pas de réponse objective selon les critères de RECIST. La combinaison de ramucirumab plus paclitaxel donne un taux de réponse de 28%, paclitaxel tout seul 16% dans cette étude-ci, et c'était aussi dans toutes les autres études avec irinotecan ou paclitaxel ou docetaxel, on voit toujours des taux de réponse aux alentours de 15%, parfois jusqu'à 20%. Mais donc c'est assez c'est très similaire ici dans cette étude-ci. Et un contrôle de la maladie avec paclitaxel plus ramucirumab de 80% versus 64% dans le placebo. Regardons aussi les patients un peu plus âgés, avec un cutoff de 65. Vous voyez ici sont les données de Rainbow, paclitaxel versus paclitaxel plus ramucirumab. Vous voyez aussi que chez les jeunes, ceux de moins de 65, et chez ceux de plus de 65, il y avait un gain de survie dans les deux sous-groupes assez similaires, la survie et ici la survie sans progression. Regardons les effets secondaires. À gauche, de nouveau, Rigard, c'est ramucirumab tout seul. À droite, c'est ramucirumab plus paclitaxel. C'est évident qu'il y a plus de toxicité à cause du paclitaxel. Regardons à gauche, il y a peu de toxicité du ramucirumab tout seul. Vous voyez les grades 3-4, toujours des faibles pourcentages, moins de 10% sur le gaz fatigue, hypertension, 8%, la plupart c'est moins de 10%, donc c'est assez bien toléré. Si on regarde la combinaison ramucirumab plus paclitaxel,
ramucirumab plus paclitaxel donne un peu plus de leucopénie, de neutropénie en comparaison avec paclitaxel tout seul. On ne sait pas pourquoi. Mais la bonne nouvelle pour les patients, c'est qu'il n'y a pas de différence de la neutropénie fébrile 2% versus 3%. Pas de différence de la thrombocytopénie et de l'anémie. Et pas beaucoup de différence des autres toxicités, avec l'exception d'un peu plus de fatigue dans le bras de combinaison et un peu plus, bien évidemment, d'hypertension chez les patients traités avec l'inhibiteur VEGF2. C'est un class effect. Et c'est ce que vous voyez ici aussi, les effets secondaires liés à l'inhibition d'angiogenèse. Vous le reconnaissez avec le bevacizumab, avec d'autres inhibiteurs d'angiogenèse. C'est très similaire. Peu d'effets de grade 3, comme vous voyez ici, un peu d'hypertension, il y a quelques thromboses, il y a un peu de proteinurie, il y a quelques cas de perforation gastro-intestinale, mais c'est très, ça vient dans la classe et c'est certainement pas plus prononcé que pour les autres patients. Regardons pour les autres médicaments. Regardons la toxicité chez les jeunes et les moins jeunes, 65 avec TOF. Vous voyez qu'il y a une différence. Les patients plus de 65 ans ont un peu plus d'hypertension que les patients moins âgés, 12% versus 19%. Et l'autre seul facteur différentiel, c'est la neutropénie qui est plus fréquente chez les patients plus de 65 ans que moins de 65 ans. Et ici aussi, la neutropénie fébrile monte de 2% à 4,9%, donc un peu plus fréquent. C'est ce qu'on sait quand on traite des patients avec le paclitaxel dans l'étude. On a aussi regardé la qualité de vie. La qualité de vie, pour la plupart des facteurs, est mieux conservée dans le bras ramucirumab paclitaxel. Ça vient à gauche ici, comme vous voyez, que dans le bras paclitaxel tout seul. Une question, bien sûr, et ce n'est pas dans le label de l'EMA, mais c'est ce qu'on fait quand même dans la pratique quotidienne régulièrement. Parfois, il y a des patients qui ont été traités en première ligne avec l'oxaliplatie, qui ont une neuropathie, chez qui on ne veut pas vraiment donner le paclitaxel en deuxième ligne. C'est pour ça que les Allemands, Sylvie Lorenz et collaborateurs, ont fait une étude en deuxième ligne, l'étude phase 2, publiée récemment dans le European Journal of Cancer, avec ramucirumab paclitaxel, le bras contrôle standard, comme vous avez vu dans les études phase 3, en comparaison avec le Folfiri ramucirumab. L'étude phase 2, randomisation 2 sur 1, on sent un peu plus de 111 patients en tout. Et vous voyez qu'il n'y a pas vraiment de différence. Mais s'il y a une différence, il y a une petite tendance, dans certains sous-groupes, surtout dans les sous-groupes qui ont reçu déjà une taxane, il y a une préférence de traiter les patients avec le Folfiri plus la ramucirumab. On connaît les données Folfiris, ramucirumab aussi dans le cancer du côlon. Il y a eu des études phase 3 dans le cancer du côlon avec Folfiri plus ramucirumab. On sait que c'est faisable, qu'il n'y a pas de toxicité. Donc dans le cancer de l'estomac, malgré le fait que ce n'est pas officiellement dans le label de l'EMA, c'est certainement une option pour les patients pour qui une taxane a déjà été administrée, ou bien chez qui une taxane n'est pas envisageable à cause de par exemple, une neurotoxicité chez ces patients-là. Et ceci montre qu'il y avait chez ces patients-là un taux de réponse aussi un peu plus élevé avec Folfiri ramucirumab en comparaison avec paclitaxel ramucirumab. Donc pour clôturer, on peut introduire toutes ces données-là dans un algorithme personnel, ce n'est pas l'algorithme officiel de l'ESMO, mais je suis impliqué dans beaucoup de choses. Donc en première ligne, on peut dire que pour les patients HF2 positifs, Folfox, Capox ou 5,6 platine, moi je suis traité avec Folfox, comme je viens de dire, plus trastuzumab, et sans doute dans le futur, en combinaison avec
approuvés aux États-Unis. Occasionnellement, je traite 10% des patients en première ligne avec un triplet. Des jeunes chez qui on veut vraiment avoir une régression de la masse tumorale en bonnes conditions. Ce sont des patients que je traite de temps en temps avec flotte, mais la plupart des patients avec un cancer métastatique non néoadjuvant, je traite avec un doublet et ceci est reflété aussi dans les différents guidelines. Si PDL est positif avec un cutoff de 5, on ajoute Folfox, Nivolumab, Pembrolizumab, Tislelizumab sont d'autres options, pas encore approuvées dans le cancer de l'estomac, mais ça viendra certainement. J'en ai discuté hier avec les nouvelles données de l'ESMODI il y a 2 semaines. En deuxième ligne, pour le topo d'aujourd'hui, la thérapie standard dans les différents scénarios reste aujourd'hui paclitaxel, ramucirumab. Si les patients ont une condition générale pas tout à fait fit pour donner un médicament cytotoxique, ramucirumab tout seul peut être une option. Ou si le patient, il y a une contre-indication pour le ramucirumab irinotecan ou éventuellement paclitaxel peut être une option chez ces patients. Donc c'est un algorithme pour situer les données de ramucirumab qu'on a aujourd'hui. Et pour clôturer la dia finale, je travaille, j'habite à Leuven, Louvain, comme on dit en français, Leuven, juste à l'est de Bruxelles, 25 km à l'est de Bruxelles, 100 000 habitants. L'université fête ses 600 ans dans 2 ans, 2025. On a aujourd'hui 62 000 étudiants dans le Reuterschenk, à mon avis, le Reuterschenk aux États-Unis. On est numéro 1 en Europe pour l'innovation, numéro 7 au monde, et on a la plus grande nation, 26% de la production mondiale est contrôlée à Leuven. Je n'ai pas de conflit d'intérêt avec la nation. Et voilà aussi quelques bâtiments